Bonjour, bonjour et je vous retrouve pour la seconde vidéo concernant la lecture et la découverte des règles de Trudvang Legends. Ça a bien démarré dans la première vidéo où l'on a découvert tout ce qui était aperçu du jeu, la mise en place pour plateau joueur ainsi que le plateau du monde. On a eu un descriptif de nos tableaux de bord de héros, les descriptifs des trois autres plateaux, le plateau de monde, le plateau d'aventure, le plateau avec les points d'intérêt. Et puis on avait évoqué le matériel. Donc cette fois-ci, pour ce second chapitre, on va s'intéresser aux règles de base pour, pour pouvoir avancer correctement, avec le paragraphe qui va concerner les effets programmés. Ah oui, alors ça, ce symbole-là, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. Il était quelque part par là. Ah, c'est ça. Donc ça s'appelle comment ça? J'avais appelé ça le sablier parce que c'en est un, mais ok, ce sont des effets programmés. Les effets programmés se déclenchent automatiquement à des moments précis du jeu. On les trouve généralement sur les cartes monde, lieux et personnalités. Carte monde, lieu et personnalité, d'accord. Donc on peut avoir des effets programmés sur le plateau monde là, par rapport au lieu. Et puis, ah, même personnalité. D'accord. Alors les personnalités, ce sont les pions de PNJ avec lesquels on va pouvoir interagir selon le moment de l'histoire. Donc là, on peut avoir des effets programmés. Ok. Alors, lorsque l'on a un sablier avec le sable en haut, ça indique un effet qui doit se produire au début de la partie. Ces effets sont aussi activés immédiatement lorsque leur carte est révélée et mise sous pochette. D'accord, donc si on prend une carte avec ce symbole-là, c'est un effet immédiat ou qui doit se produire au début de la partie. A l'inverse, si on a le sablier avec le sable complètement écoulé, ça indique un effet qui doit se produire à la fin de la partie après la lecture de l'entrée finale. Ah, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. D'autres effets programmés peuvent apparaître au cours de la campagne, ils seront détaillés dans le livre des sagas lorsqu'ils seront révélés. Ok. Alors, la santé de nos personnages. La santé en général se rapporte à la fois aux héros et aux ennemis. Eh oui. La santé d'un héros est indiquée sur la piste de santé ici. Donc ça, c'est la piste de santé et chronique, hein. Elle fait office de deux pistes à la fois. Quand un héros gagne de la santé, déplacez son marqueur santé d'une case vers la droite. La valeur maximale de la santé varie selon les héros. Par exemple, Félarion n'en possède que 10. Alors, non, c'est pas que 10, parce que 10 sur 12, c'est déjà pas mal. Donc, Félarion en possède 10. Un héros ne peut pas dépasser la valeur maximale de santé indiquée sur sa carte, même s'il en gagne plus. Quand un héros perd de la santé, déplacez le curseur vers la gauche. La valeur minimale de santé est de 0. Un héros ne peut pas descendre en dessous de 0, même s'il devait perdre plus de santé. Là, c'est un grand classique. La perte de santé des ennemis est indiquée grâce au pion dégâts. Donc, on a trois valeurs de pion dégâts, du 1, du 5 et du 10. Alors, s'il y a quelques pions en 10 et pas mal en 5, ça veut dire que les ennemis vont être, pour la plupart, des sacs à points de vie. Il va falloir taper fort. La santé maximale d'un ennemi est déterminée par ses caractéristiques. Quand un ennemi perd de la santé, placez un pion dégâts à côté de sa figurine ou de son pion.
Lorsqu'un ennemi a accumulé un nombre de dégâts supérieur ou égal à sa santé, il est vaincu. On retire sa figurine ou son pion du plateau et on remet les les pions dégâts dans la réserve. Si un ennemi gagne de la santé, retirez le nombre correspondant de points de dégâts. La santé d'un ennemi ne peut jamais dépasser la valeur maximale. Si un ennemi gagne plus de santé qu'il n'a de valeur, retirez toutes les valeurs et ignorez l'excédent. Bien. Ah oui, oui, c'est logique, puisque quand il gagne de la santé, en fait, mécaniquement, on lui enlève des points de dégâts. Donc ça, c'était pour la santé. Grand classique, pas de problème. Maintenant, les points de chronique. Les points de chronique dans un C blanc sur fond noir. À la mise en place de nos plateaux héros, on a vu qu'on démarrait avec 0 point de chronique. Ils servent de monnaie dans le jeu. Les héros peuvent les échanger contre divers avantages, généralement relatifs aux objets et à l'activation de prouesses, ou les utiliser pour interagir avec certains lieux. Les héros gagnent des points de chronique quand ils réussissent leurs actions et qu'ils accomplissent des actes particulièrement héroïques. Leur total est indiqué sur la piste santé et chronique du tableau de bord, mais ça c'est une valeur qui ne va pas arrêter de faire yo-yo. Quand un héros gagne des points de chronique, déplacez son marqueur une case vers la droite. Le montant maximal est de 12, comme pour la santé d'ailleurs. Les héros ne peuvent pas dépasser cette valeur, même s'ils en gagnent d'autres. Quand un élément de jeu indique X points de chronique, X étant un chiffre, on déplace le marqueur de X cases vers la gauche pour activer l'effet indiqué par les 2 points. Ah oui, si on doit dépenser 3 points de chronique, on déplace bel et bien, ça c'est la santé, on déplace bel et bien vers la gauche. Le montant minimal est de 0. Les héros ne peuvent pas descendre en dessous de cette valeur, même s'ils perdent d'autres points de chronique. Quand un... non, j'en étais là. Activer ces effets n'est pas obligatoire. Le joueur décide de le faire ou non du moment qu'il possède le nombre de points requis. Seul le héros qui interagit avec l'effet peut dépenser ses points de chronique pour l'activer. Les autres héros ne peuvent pas donner leurs points pour activer les objets ou prouesses d'un autre héros, même en groupe. Donc c'est très très personnel. Si une dépense de points de chronique est requise pour interagir avec un lieu, chaque héros présent dans la région peut décider d'utiliser ses points individuellement pour recevoir le bénéfice lié à cette interaction. D'accord. Donc, interaction avec un lieu. Chaque héros présent dans la région peut décider d'utiliser ses propres points, mais toujours individuellement. Pas moi, une bénédiction, on pourrait dire que Félérion n'est pas intéressé par la bénédiction, il touche pas ses points de chronique. Si on était avec Vorg, Vorg lui pourrait dire oui, je vais dépenser 2 points de chronique pour bénéficier de l'avantage. Bon, mis à part le fait que bien se rappeler qu'on ne les partage pas, il n'y a vraiment pas d'ambiguïté. Maintenant, les cartes histoire. Alors, les cartes histoire, il y en a un bon paquet. 171 cartes histoire. Les 4 premières cartes, là, ce sont des prouesses liées au weird que l'on nous a demandé de placer les 4 mélangées devant le paquet histoire. Alors, les cartes histoire forment un ensemble de cartes numérotées qui sont acquises par les joueurs ou révélées tout au long de la campagne. Ces cartes doivent rester secrètes et ne peuvent pas être révélées tant que le jeu n'instruit pas spécifiquement de le faire. Les cartes peuvent appartenir à n'importe quel type, mais elles sont principalement constituées de lieux, objets, aventures, quêtes annexes, personnalités, compagnons, titres, ennemis et mondes.
Chaque type de carte possède un but, un usage et des règles qui lui sont propres et qui doivent être appliquées lorsqu'elle est acquise ou révélée. Ok, donc là-dedans, on a de tout. On a vraiment de tout. Si j'en prends une au pif. C'est un objet. Je vous le montre pas, mais c'est un objet. Ah, vous savez que la 19, c'est un objet. Bon, il y en a un bon paquet. Est-ce que ça veut dire, puisque... Ah si, c'est intéressant le fait de savoir qu'on a un objet là, par exemple. Ça pourrait être un objet que l'on est à même de rencontrer plusieurs fois au fil de la campagne. Si c'est un objet qu'on peut défausser, par exemple. Imaginons une potion de soin de vie. Tiens, le cas classique, on la trouve dans l'aventure 1. Dans l'aventure 5, on pourrait très bien avoir un paragraphe qui nous dit si la carte 19 est disponible, vous pouvez la gagner. Ah ouais, donc ça laisse une certaine souplesse sur l'utilisation. Bien. À noter. Pardon. À moins qu'un choix ne soit clairement exprimé, une carte histoire doit être révélée ou prise au moment indiqué par le jeu. Une carte histoire ne peut être ni refusée ni défaussée. De la même façon, lorsque le jeu demande de retirer une carte histoire, les joueurs sont forcés de le faire. D'accord, il y a 0 choix sur l'utilisation. C'est un effet non optionnel. Une carte histoire retirée du jeu doit être remise dans son présentoir, classée dans l'ordre de son numéro. Une carte histoire reste en jeu pour une durée indéterminée. Elle peut y demeurer jusqu'à la fin de la campagne ou jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une version actualisée selon le déroulement de l'histoire, voire être entièrement retirée à un moment donné. Tous les changements relatifs aux cartes histoire sont associés aux aventures et donc indiqués dans le livre des sagas. Alors ça me fait penser à Tainted Grail où on avait pas des améliorations, mais des changements de lieu en fonction de ce que l'on pouvait faire et une carte lieu pouvait être remplacée par une autre. Un hameau brûlé, par exemple, pourrait être reconstruit. Ok. Après, les cartes aventures et les quêtes annexes. Alors, ça, on va les trouver là-dedans. C'est fichu comment? On a le nom de l'aventure et ou de la quête annexe. On a le type en dessous, la description et la page du livre des sagas auquel la carte fait référence. Alors, ces cartes représentent les diverses aventures et quêtes annexes qui composent la campagne. Seule la première aventure, l'Enfant de la Lumière, est disponible au début de la campagne. Page 3 du livre des sagas. Elle n'est pas représentée par une carte, contrairement aux autres aventures et quêtes annexes qui figurent sur des cartes qui seront déverrouillées au cours du jeu. Plus les joueurs avancent dans la campagne, plus ils découvrent de nouvelles aventures quêtes annexes. Ces dernières ne peuvent être jouées que si elles ont été préalablement déverrouillées. Quand une aventure quête est déverrouillée, les joueurs prennent la carte correspondante, la conservent à part jusqu'à la fin de la campagne ou qu'elle soit retirée du jeu dans le cas des quêtes annexes. Et on n'oublie pas qu'on a vu en première partie que certaines quêtes annexes, enfin pourquoi certaines, non toutes les quêtes annexes ont un timer, ne restent pas indéfiniment sur le plateau monde ou dans le plateau histoire. Alors, terminer la première aventure permet de déverrouiller une ou plusieurs aventures quêtes. Quand ils se lancent dans une nouvelle aventure, les joueurs peuvent désormais en choisir une parmi celles qu'ils ont déverrouillées et lire l'entrée d'introduction située au bas de la carte. Ah, et on peut avoir des compagnons. Ah oui, alors là, ils ont pris l'exemple du personnage héros Volgre, mais on nous a averti que pour ne rien spoiler, en tout début de règle, ils allaient utiliser des exemples que l'on n'avait pas dans le jeu lui-même. Donc imaginons que l'on trouve un compagnon. On a son nom, son type et son effet.
Les compagnons sont des personnages non joueurs, PNJ, que les héros vont rencontrer au cours de la campagne. Ils représentent plus que de simples relations et se joindront aux héros, devenant des acolytes de confiance et des atouts de poids. Quand un héros ou groupe gagne un compagnon, un des joueurs dont le héros fait partie du groupe prend la carte et la place au-dessus de son tableau de bord face visible. Une fois que la carte a été attribuée, elle ne peut plus être échangée entre les joueurs pour le reste de la campagne. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui fait que non? Est-ce qu'il y a une vraie raison à ça? Chaque compagnon dispose d'un effet indiqué sur sa carte. Sauf indication contraire, cet effet ne peut être activé qu'une seule fois par aventure. Ah ouais. Lors de la résolution d'un combat par le joueur qui détient le compagnon. Une fois qu'un compagnon a été activé, faites pivoter sa carte à 90 degrés. Même si en théorie les compagnons ne peuvent être activés qu'une seule fois par aventure, certains effets de jeu peuvent redresser leur carte en position active, ce qui permet de les utiliser de nouveau. Ah bah c'est pas mal ça. Ok, donc dans tous ces paquets-là, on a les cartes aventures, les quêtes annexes, les compagnons et des personnalités. Carte de personnalité, le nom, le type, l'effet programmé, donc au bout de tant de temps. Alors, on a dit que lorsque c'était avec le sable en haut, c'est un effet qui se produit au début de la partie ou immédiatement quand la carte est révélée. La région dans laquelle on trouve le compagnon, son effet en jeu et le type d'effet. Les personnalités sont donc des PNJ importants qui, à la différence des compagnons, ne rejoignent pas les héros dans leur périple. Cependant, selon la nature de la relation qu'ils entretiennent avec les héros, ces individus peuvent avoir un impact sur le monde et se révéler tant bénéfiques que néfastes. Quand le jeu demande de mettre une carte personnalité sous pochette, les joueurs doivent la placer face visible dans la zone des histoires du plateau aventure. Prenez ensuite le pion de la personnalité doté de la même illustration et placez-le dans la région indiquée sur la carte personnalité face colorée visible. Au début de chaque aventure ou quête annexe, au moment de la résolution des effets immédiats, placez le pion personnalité dans la région indiquée. D'accord, donc si j'ai la carte de ce truc-là, on pourrait peut-être avoir un gros serpent en compagnon. Fais une mise au point sur ta tête de serpent. Tu veux pas? Tu m'emmerdes. Là, tu veux bien. On les place face visible hein, sur le monde, pas grisés, pour indiquer qu'ils sont disponibles. Ça vaut peut-être le coup de les mettre sur un support transparent. Pourquoi pas? Ok, chaque carte personnalité dispose d'un effet lié au combat et d'un type d'effet que les héros peuvent activer quand un combat se déroule dans la région de la personnalité. Ah la vache, c'est chelou ça. Ah oui, ça implique que les personnalités ne se déplaceraient pas. Et oui, puisque les personnalités ne rejoignent pas le groupe de héros. Donc on active leurs effets que lorsqu'on se trouve dans la même région qui leur appartient. Ok, certains de ces effets sont obligatoires, en général ceux qui handicapent les héros, et doivent être activés dès qu'un héros ou groupe se trouve dans la région concernée, tandis que d'autres le sont à la discrétion des joueurs. Lors du combat, l'effet de la personnalité a lieu en fonction de son type, compétence, parade ou attaque. Tout effet qui interagit avec les compétences parade ou attaque affecte également l'effet de la personnalité. À relire. Une fois qu'une personnalité a été activée, retournez son pion, d'accord,
sur sa face noir et blanc pour indiquer qu'elle a été activée durant ce combat. À la fin du combat, retournez le pion sur sa face colorée. Bon, ça va, c'est pas bien compliqué. Jusqu'à présent, il n'y a pas de point de règle qui m'interpelle au point de dire oulala, ça va être costaud galère. Alors maintenant, les cartes liées au monde, le nom, les effets ou descriptions. Les cartes monde déterminent le comportement mondial ainsi que les circonstances particulières qui affectent les héros. Ces cartes peuvent indiquer la force de certains alliés, des ennemis qui traquent les héros, voire des menaces qui planent au-dessus de la tête de ces derniers. Le texte de certaines cartes monde sert plus simplement à rappeler des occurrences spécifiques qui affectent les héros au cours de la campagne ou encore des effets programmés qui doivent être activés. Quand le jeu demande de mettre une carte monde sous pochette, les joueurs doivent la placer face visible dans la zone des histoires du plateau aventure. Et donc, au fur et à mesure, le plateau aventure ne va faire que évoluer. Là, on a déjà des cartes, deux cartes de règles par rapport à un héros vaincu ou un gain de niveau. Et donc, les personnalités, des quêtes annexes et autres cartes, ça va venir remplir tous ces emplacements-là. 4 et 4, non, 18. Il y a 18 emplacements. Non, 12, pardon. 2, 4, 6 x 2, 12. Et au vu de la taille d'une saga, qui fait 5 pages max normalement, c'est suffisant. Sachant que même si on a des cartes, on pourrait très bien avoir des cartes personnalités qui restent d'une saga à l'autre. Ouais, 12 emplacements, il y a matière à faire. Donc ça, c'était pour les cartes monde. Et dedans, on a des cartes lieux, comme les 4 premiers lieux que l'on nous a demandé d'aller placer. Les cités, là. Donc, on trouve d'autres cartes lieux. Les lieux représentent des endroits importants découverts par les héros. Ils sont mis sous pochette dans les régions du plateau du monde. À l'instar des cartes personnalités, les lieux peuvent se révéler tant bénéfiques que néfastes pour les héros en fonction de leur nature ou de leurs conditions. Au début de la partie, 4 lieux, les cités principales de Trudvang, sont déjà révélées et sous pochette sur le plateau. Storhavn, Monjord, Hildebad et Vod. Quand le jeu demande de mettre une carte sous pochette, les joueurs doivent la placer face visible dans la région du plateau monde. Si cette région contient déjà une carte, remplacez-la par la nouvelle, sauf instruction contraire, et remettez la carte classée numériquement dans le présentoir. Chaque lieu possède un effet. La plupart peuvent être activés par chaque héros situé dans la région lors de la phase d'exploration. D'autres lieux sont associés à des effets programmés et sont exclusivement et automatiquement activés au moment où l'effet est déclenché. Les lieux pourvus d'effets obligatoires, donc avec le mot-clé obligatoire, doivent être activés une seule fois quand un héros ou groupe se trouve dans la région concernée lors de la phase exploration. Donc il va falloir faire gaffe à ça, selon que c'est obligatoire ou programmé ou autre chose, ou consommable. La plupart des lieux sont activés en dépensant des points de chronique ou un autre type d'échange. Tiens, d'ailleurs, il n'y a pas de notion d'argent dans ce jeu. On n'avait pas de jetons, pièces d'or, monnaie. Ah oui, alors, ce qu'ils ont appelé la monnaie du jeu, ce sont les points de chronique uniquement. Chaque héros du groupe peut bénéficier de l'effet du lieu du moment qu'il en remplit individuellement les conditions.
Il peut arriver que le livre ou qu'une carte interagisse avec les cités. Toutes les cartes lieux dotées du mot-clé cité sont considérées comme telles. Ouais, toutes les cités du plateau prennent un ennemi. Et puis enfin, dans tout ce panel de cartes, on va pouvoir mettre la main sur des objets. Alors, ça, attention, si c'est un objet spécifique à une classe telle que Bard, il faudra faire gaffe si besoin. Le nom de l'objet, le type et les effets. Ces cartes représentent des armes et objets qui pourront être découverts au cours de la campagne. Les objets peuvent être utilisés en combat et peuvent générer de nombreux effets tels que augmenter l'attaque, donner des points de chronique ou soigner les héros. Chaque héros commence avec un objet de classe de départ absolument. Instrument de barde pour Félérion. Au cours du jeu, les héros recevront de nouveaux objets en rapport avec l'histoire de la campagne. Ah tiens, petit élément, petit aparté. Objet de... Comment c'est déjà? Volgre. Avec quoi il démarre, lui? Le verrai là ou pas? Ah non, ah si, objet de départ, c'est bien ça. Alors lui, il a aussi qu'un seul objet de départ. Arme du guerrier, bouclier, épée. S'il dépense 2 points de chronique, ça lui permet de faire 3 touches ou 3 dégâts. Dac. On va aller s'intéresser aux objets de, enfin à l'objet de l'Idana. Objet de l'Idana, on va le trouver. Objet de départ, elle aussi n'en possède qu'un. Tu démarres avec quoi? Texte de l'arpenteur. Elle dépense 2 points de chronique pour faire 3 touches dégâts. Si la cible est un drogre, gagner 1 point de chronique. Ah bien. Bien, bien, bien. Bon, comme dans tous ces jeux-là, il va falloir penser à utiliser le matériel à disposition. Je vais en profiter pour aller ouvrir les derniers paquets cartes quand même. Hop. Et là, ce sera l'objet de mailing. Mailing. Objet de départ, il n'y en a qu'un. Piège du rôdeur. Pour 2 points de chronique, vainquez un ennemi doté de 3 points de vie ou moins. Ah la vache! Ça m'a l'air puissant ça. Vainquez un ennemi, direct il dégage. Ok. C'est un fou furieux. Maintenant, Miss Ketly, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Bon, elle, c'est la lanceuse de sorts. Donc ça va être quoi? Un bâton? Objet de départ. Ah non, sortilège du tisseur. Pour 2 points de chronique, infliger 1 point de dégâts 2 fois. Ouais, ça doit être des... On verra hein, si c'est points de dégâts ou touche, mais si c'est une hache, peut-être est-ce des points de dégâts. Ça n'a pas l'air balèze, mais ça coûte que 2 points de chronique. Un petit point de dégâts 2 fois de suite, ouais. Ouais. Bon, serait-ce la jeune fragile du groupe? Il en faut, hein. Et puis enfin, Bria. Et Bria, c'est pas rien quand même. Et on voit que visuellement, elle se bat avec 2 armes. Alors, ton objet de départ sera outil du malfrat. J'aime bien les noms. Pour 2 points de chronique, c'est un effet immédiat. Une attaque devient rapide. Donc c'est un avantage par rapport à des ennemis sur le terrain. Ça permet de les devancer et éventuellement de les éliminer. Zut, ça allait où? Peut-être ici. Ok.
Bon, bah, au moins on sait maintenant. Alors, tous les objets d'un héros, pardon, sont regroupés dans un paquet, placés face visible à l'emplacement d'objets sur le tableau de bord. Quand un héros ou groupe gagne un objet, un des joueurs dont le héros est présent dans le groupe le prend et le place face visible, soit au sommet, soit au bas. Ah bon? Une fois que la carte a été attribuée à un héros, elle ne peut plus être échangée entre les joueurs pour le reste de la campagne, comme avec les compagnons. Ok. Au début de chaque aventure, les héros choisissent l'ordre des objets dans leur paquet. Ah bon? Alors je dis ah bon parce que on peut pas dire ah bah tiens moi j'ai les instruments du barde, une potion de soin, une potion d'agilité et puis un tromblon. Je peux pas dire tiens je vais utiliser le tromblon là pour démarrer le combat. Ah, c'est bizarre ça. Donc l'objet au sommet est celui qui est actif et il peut être utilisé en combat. La plupart des objets sont activés avec des points de chronique. Une fois qu'il a été utilisé, il est placé au bas du paquet face visible. La carte suivante au sommet du paquet devient à son tour l'objet actif. Il est possible d'utiliser plusieurs objets au cours d'un combat, toutefois, chaque objet ne peut être utilisé qu'une seule fois, et en payant à chaque fois les points de chronique. Alors, c'est au début de chaque aventure, on choisit l'ordre des objets. Et ce que je comprends, c'est que de toute façon, tous les objets à disposition ne sont utilisables qu'en combat. On n'a pas d'objets à utiliser en hors combat, pendant la phase de voyage, par exemple. D'accord. Alors ça me perturbe un peu le fait de ne pas avoir accès systématiquement aux objets. C'est pas un vrai principe d'inventaire. Bon, mais mécaniquement, il y a peut-être une vraie raison. Ah! Alors ça, je me posais la question depuis que j'ai vu apparaître le nom sur la gauche, là. On a des titres qui peuvent être acquis. Alors, pour ces titres, on va avoir le nom comme d'hab, par exemple marqué par double tranche. Lui, c'est double tranche. Le symbole de titre, le type, la description et l'effet. Rune supplémentaire. Un héros peut recevoir un titre lorsqu'il accomplit des exploits remarquables ou qu'il est marqué par des événements qui changent sa vie. Les titres peuvent produire différents effets qui procurent des avantages aux héros tant qu'ils sont en jeu. Ils peuvent aussi fournir des runes supplémentaires aux héros qui les détient. Ah ouais, alors là pour le coup c'est maléfique parce que ça c'est une rune obscure. Donc on va la rajouter dans notre sac de runes et on a plus de chances de faire de la merde. Double tranche, c'est pas sympa. Quand le livre des sagas accorde un titre à un héros ou groupe, un des joueurs dont le héros est présent le prend et le place face visible dans l'un des emplacements titres de son tableau de bord. Ensuite, le joueur prend éventuellement la rune supplémentaire indiquée qu'il place dans son sac. Une fois attribué, un titre ne peut pas être échangé entre les joueurs. Chaque héros peut obtenir un maximum de 4 titres actifs sur son plateau. Au début de chaque aventure, les joueurs choisissent des titres qu'ils vont utiliser. Tout titre comportant le mot-clé obligatoire doit faire partie des 4 cartes. Les titres inactifs d'un héros sont regroupés en un paquet placé à côté du tableau de bord. Un héros ne bénéficie pas de runes supplémentaires ou des effets de ses titres inactifs. Oui, c'est logique. Alors ça, il faudra faire gaffe au début de chaque nouvelle aventure de mettre à jour son sac de runes. Cependant, tout effet de jeu qui se rapporte à la présence d'un titre spécifique est quand même déclenché si le titre est inactif. D'accord, si au début de l'aventure j'ai 6 titres,
je décide de ne pas mettre marqué par double tranche, que j'enlève la rune de mon sac, et que pendant l'aventure, il y a un effet de jeu qui fait référence à marqué par double tranche, je suis obligé de déclencher l'effet de jeu, même si je ne l'ai pas sélectionné sur mon plateau. Important. Au cours de la campagne, il peut arriver que le livre des sagas vérifie la présence de cartes histoire, pour mener les héros vers un embranchement ou un autre. Toutes les cartes histoire acquises par les héros sont éligibles, y compris les cartes inactives, comme les compagnons, titres, objets. Sauf indication contraire, vérifier la présence d'une carte ne compte pas comme l'activer. Oui? Bah je dis oui, 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 c'est tout ce qu'il y a de plus logique. Les jolis pions de quête maintenant, qui sont là. Il y en a 6. Pas de recto verso. En gros, ils sont bien visibles, hein, la vache. Quand les pions quêtes sont numérotés de 1 à 6 et sont utilisés pour représenter les points clés de l'aventure, comme l'obtention de renseignements par les héros, une scène dont ils ont été témoins, des objets qu'ils transportent, des gens qu'ils ont rencontrés, etc. La présence de pions quêtes est vérifiée au cours des aventures et dirige les héros vers différents embranchements. Quand un groupe gagne un pion quête, les joueurs prennent le pion correspondant et le conservent jusqu'à ce que le jeu indique de le défausser. On va plus avoir de place à force. À moins d'être spécifiquement attribué à un héros, un pion quête est la propriété de tous les joueurs. Tout pion quête restant à la fin d'une aventure est défaussé. Les pions quêtes ne sont pas conservés d'une aventure à l'autre. Alors, j'ai ressorti les réglettes porte-cartes là. Alors oui, il faudra que je mette de la pâte à fixe pour pas que ça se casse la gueule à tour de bras. Euh, ouais, ça peut être là. Ça pourrait être mis là. Ok. Alors avec Fateforge, j'avais fini par les mettre sur le côté, c'était plus pratique pour avoir une vue complète des autres héros au-dessus. Ah, pourquoi pas? Je pourrais le mettre là. L'écriture des titres sur le côté, ça pourra être visible. On verra. On verra, on verra. Mais enfin bon, dans l'esprit, ça pourrait venir comme ça. Bah c'est tout en fait. Les pionquettes. Tac. Alors il n'y en a que 4. Moi je croyais, mais bon, ça sera peut-être le cas en cours de partie. Je croyais que les pionquettes, on allait les positionner dans certaines régions. Par exemple, à un moment, on sait qu'il faudra que l'on se rende dans la région de Filg, et à ce moment-là, on déclenchera le pionquette numéro 5. Peut-être. Bon, sinon, de toute façon, hein, l'utilisation, c'est on le place sur le plateau joueur. Après les pions génériques. Alors, les pions génériques, c'est ceux-là. Ils sont destinés à de multiples usages. Ils sont souvent placés sur des cartes mondes de façon à suivre divers éléments du jeu, comme une armée qui se renforce ou une menace qui croît. Lorsqu'un pion générique est requis, son but est expliqué dans le livre des sagas ou sur la carte correspondante. Donc c'est quoi? C'est un mémo. Tout bêtement, un mémo. Ah, on a un chat qui veut sortir. Et c'est pas de peau, c'est celui qui est le plus lent à la comprenette quand j'ouvre une porte. C'est quand même incroyable. Allez, Flippette, mine-toi. Allez, allez, pute. Voilà qui est fait. Ah, parce que lui, hein, les pions génériques, à la limite, il s'en pète un rein. Donc ça, c'est destiné à plein de choses. Hein. Multiples usages.
Ok. Oula, maintenant les ennemis. Oh là, ça me plaît. Généralement, ça me plaît pas ça. Quand il y a marqué pénurie de figurines d'ennemis, ça sent la règle punitive, histoire de. Commencez pas, hein. Alors, les ennemis. Là, ça va être intéressant. Au cours de la campagne, les héros vont croiser et combattre toutes sortes d'ennemis représentés par des figurines ou des pions. Alors, leurs caractéristiques et capacités. Quel que soit leur type, les ennemis possèdent toujours une valeur de santé, de puissance d'attaque et de défense, ainsi qu'un maximum de 2 capacités. Selon leur type, leurs caractéristiques et capacités sont indiquées sur les cartes ennemies ou par des points d'intérêt. Alors, 1, 2, 3, 4 caractéristiques. Santé maximale de chaque figurine ou pion. Oui, c'est vraiment individuel. Sauf indication contraire, les ennemis commencent toujours en pleine santé sans aucun dégât. Alors, la hache, c'est la puissance d'attaque de chaque figurine ou pion. Hormis les boss, chaque unité ennemie n'attaque qu'une seule fois par combat. Ça fait plaisir. Le bouclier pour représenter la défense de chaque ennemi ou pion ennemi. Et enfin, leurs capacités. Elles sont déterminées par les symboles truc et truc. Ok, on les voit ici, truc et truc. Capacité 1, capacité 2. Capacité 1 et 2. Les ennemis disposent d'un large panel de capacités qui sont activées par les cartes attaque de l'ennemi. Sauf indication contraire, une capacité cible toujours le héros qui défend contre l'attaque de l'ennemi. Genre on fait du 1 contre 1. Qu'est-ce que j'avais lu là qui m'interpellait? Ah ouais, c'est ça. Alors, un large panel de capacités qui sont activées par les cartes attaque. Les cartes attaque, je les ai mises ici. Si je vais en choper une là, plus 0. Ah ouais, ok, d'accord. Là, il fait une attaque à -2, mais il active sa deuxième capacité. Là, bon, plus 0, on s'en fout. Échec, bien fait pour ta gueule. Là, c'est une attaque ennemie à plus 0, mais il active aussi sa première capacité. Ah, alors ça c'est pas mal parce que un combat ne sera jamais le même en fonction des cartes que l'on va révéler. Ok, ouais, ça peut être intéressant ça. Les types d'ennemis, on a des ennemis ordinaires, ah oui d'accord, et des ennemis élites. Tiens d'ailleurs, c'est pas la première fois que je vois la dénomination ennemi d'élite. Ça m'a toujours fait bizarre d'avoir un D apostrophe ennemi d'élite. D'une unité. Ouais. Bon, c'est comme ça, c'est la langue française, cherche pas. Alors, les ennemis ordinaires sont les plus courants et on les rencontre un peu partout dans le royaume. Ils ne sont pas forcément liés aux événements de l'aventure en cours, ils sont représentés par des figurines. Les caractéristiques des ennemis ordinaires sont déterminées par leurs cartes en cours, que les joueurs révèlent sur instruction du livre des sagas. Alors, on a son nom, l'activation d'événements, sa santé, sa puissance d'attaque, sa défense, et ses 2 capacités. Là, il n'y a pas d'activation d'événements sur un warg ordinaire. Non santé, puissance, défense, capacité 1 et 2. Ok. En plus de leurs caractéristiques et capacités standards, certains ennemis ordinaires possèdent également le symbole flèche. Activation d'événements. Dans le coin supérieur gauche.
Ce symbole indique que l'ennemi peut interagir avec des cartes événements et quitter sa région d'origine. Un ennemi peut être placé dans une région maritime par le jeu, mais il ne peut jamais franchir une frontière maritime lors de ses déplacements. D'accord. Les ennemis d'élite. À l'instar des ennemis ordinaires, les ennemis d'élite, qui apparaissent régulièrement au cours des aventures, sont représentés par des figurines. Ils incarnent des versions uniques, bien plus redoutables de leurs contreparties ordinaires. Par exemple, le chef des Draugres. Ils sont toujours liés aux événements de la campagne. En conséquence, ils possèdent des caractéristiques et des capacités différentes de leur version ordinaire. Donc ces caractéristiques sont déterminées par un point d'intérêt associé à cet ennemi que les joueurs révèlent sur instruction du livre des sagas. Pour différencier un ennemi élite de sa version ordinaire, prenez un pion ennemi d'élite que vous placez sous son socle lorsqu'il est généré. Ah ouais, d'accord. Tout bêtement, voilà pourquoi on a de si gros jetons élite. J'en ai un là sous la main. Ah non, pas du tout. Bon bah admettons qu'on ait un Volgre élite. Ah ouais, ça va, c'est large. C'est très large. Vu que je n'utilise pas les bases de couleurs qui sont normalement attribuées aux héros, on pourrait mettre le socle caoutchouc en dessous pour signifier que, quelle que soit la couleur, de toute façon, c'est un élite. Ah ouais, pourquoi pas, ce sera peut-être moins chiant que de trimballer la figurine et le pion. À voir à l'usure, mais visuellement, ça peut être plus facile à choper. Ok, donc bon bah là, on sait, on voit comment on utilise les fameux pions. Alors ça, c'est pour les ennemis ordinaires, les ennemis élites et les ennemis PNJ. Ah, c'était ça le jeton bizarre. Alors bizarre, non. C'est juste que ça permet, j'en ai fait tomber un, le fait d'avoir des ennemis PNJ, ils n'ont pas eu besoin de faire des figurines différentes. C'est simplement représenté par un pauvre jeton. Les héros ne croisant généralement les ennemis PNJ qu'une seule fois au cours de leurs aventures, ces derniers sont représentés par des pions. Les caractéristiques d'un ennemi PNJ sont déterminées par un point d'intérêt associé à celui-ci, que les héros révèlent sur instruction du livre des sagas. Et puis on a des ennemis boss. Les boss sont des ennemis spéciaux que les joueurs vont rencontrer au cours de la campagne. Ils sont dotés du mot-clé boss. Les boss importants et récurrents sont représentés par des figurines, alors que ceux qui n'apparaissent qu'une seule fois sont indiqués par des pions ennemis comme ennemis PNJ. On peut quand même rencontrer un boss, bon, on va dire un mini-boss, qui sera symbolisé uniquement par un jeton. Ouais. Par contre, les trois gros ennemis avec figurines, ça me plaît, on peut les rencontrer plusieurs fois, ou dans des versions différentes. Après, contrairement aux autres ennemis, la santé et le nombre d'attaques des boss sont fonction du nombre de héros en jeu. Ah, d'accord. Ouais, classique. X points de santé multipliés par le nombre de héros. Par exemple, dans une partie avec 3 héros, un boss dont la santé initiale est de 10 aura une santé maximale de 30. À la vache. Sachant que nous, on démarre toujours aux alentours de 10. Hein. Ah, 8 pour Lidana et 9 pour Katli. Ok.
Donc là, j'ai un élément de réponse à la question posée dans la première vidéo, je crois. On peut très bien faire une partie à 3 héros, peut-être moins. Et pareil pour le nombre d'attaques du boss, elles sont liées parfois au nombre de héros en jeu. Ce qui veut dire qu'on révèle une carte attaque pour chaque attaque. Ah ouais, dans une partie à 3 héros, le boss attaque 3 fois. Ouf, c'est pas un peu trop puissant ça? Ah, et on a des bandes d'ennemis? Quand plusieurs ennemis d'un même type, figurines comme pions, sont placés sur le plateau en même temps, on les considère comme une bande d'ennemis. Ça me fait penser à Massive Darkness où on rencontre des bandes. Alors attention, je me fâche ou pas? Pénurie de figurines, qu'est-ce que ça fait? Bien que cela soit rare, il peut arriver que les joueurs tombent à court de figurines lorsque le jeu demande de placer un ennemi sur le plateau. Dans un tel cas, placez toutes les figurines restantes dans la région indiquée, localisez ensuite sur le plateau les bandes de l'ennemi requis comportant au moins 2 figurines, remplacez un ennemi par un pion menace face point d'exclamation visible, ajoutez sa figurine à la bande générée, continuez ce processus jusqu'à ce que tous les ennemis requis aient été placés dans la région, en vous assurant de laisser au moins une figurine dans chacune des bandes déjà en jeu. Si vous devez placer une nouvelle figurine et que toutes les bandes présentes sur le plateau ne comprennent qu'une seule figurine, n'ajoutez pas de nouvelles figurines. Oui, 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 oui. Bon, ça va, il n'y a rien de punitif, c'est juste une question de visuel. Je m'en vais chercher mes squelettes, là, les drogres. Et on va appliquer ça tout de suite maintenant. Alors, on a sur le plateau 8 drogres de disponibles. Admettons. Admettons. Bon, ça n'empêche pas d'être là. Le jeu, à la mise en place, nous en a fait placer 3 en Arkland. Très bien. Et puis, allez, pourquoi pas 3 en Filge. Voilà. En cours de jeu, on fait un combat. Oh mon Dieu. Pour X raisons, on nous dit de placer 4 ennemis drogres. Dans ce cas-là, je vais prendre. Ah voilà, c'était ça, les pions menaces. Je pourrais dire, bah, j'en prends un d'ici pour mener à bien le combat. J'en prends un ici pour mener à bien le combat. Je fais le combat. On fuit. On considère qu'eux ne sont plus en jeu. Et ça permet d'aller replacer les figurines que l'on avait prélevées. C'est malin comme système. Et au moins, il n'y a pas de pénalité, genre à la zombicide de ces morts. En cas de pénurie ennemie, faites une activation supplémentaire du type concerné. Ah, c'est pas mal. Franchement, ça, c'est un point de règle qui me plaît, qui est bien pensé. Ah, alors attention les yeux. On va, on va reprendre les cartes attaque. Ouh, bah ça tombe bien, c'est la même. Alors, on a le modificateur d'attaque et le déclencheur de capacité, ouais. Les caractéristiques d'un ennemi indiquent sa puissance d'attaque normale, mais celle-ci peut être soumise à des variations. Les ennemis n'attaquant pas forcément à leur plein potentiel ou à l'inverse, portant parfois des coups dévastateurs. Lors de chaque attaque, on pioche une carte ennemie qui peut comporter des modificateurs allant de -2 à +2, ainsi qu'un déclencheur qui va activer les capacités de l'ennemi, s'il en a. Les capacités sont toujours accompagnées de modificateurs neutres ou négatifs, et jamais positifs. Bah tiens. Si l'ennemi ne possède pas la capacité indiquée par le déclencheur, seul le modificateur est appliqué.
En plus des modificateurs de base, il existe 2 modificateurs spéciaux à la suite desquels le paquet d'attaque est remélangé. Alors c'est typiquement pioché sur Gloomhaven, hein. Alors c'est pas du tout une critique, hein. Autant aller réutiliser des mécaniques de jeu existantes quand elles fonctionnent parfaitement bien. Ah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors qu'est-ce qui nous fait remélanger là d'ailleurs? L'un et le plus 3 d'attaque. Ah ouais, 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 ça me parle, là. Il est où le plus 3 voilà. Mélanger le paquet d'attaque. Bim, on se refait un petit tour. Alors là, même réflexion sur la grandeur des cartes. Je suppose que c'est une question de coût, hein. Visiblement, il y a beaucoup d'éléments de jeu qui ont été pensés par rapport à une question de fabrication, édition. Toutes les cartes du même format, mais une carte format mini pour ce genre d'effet, c'était largement suffisant. Bon, peu importe. Alors, lorsqu'une de ces deux cartes est révélée, appliquez tout d'abord les effets, puis prenez toutes les cartes attaque d'ennemis défaussés, remettez-les dans le paquet et on mélange. Le paquet d'attaque ennemi contient 12 cartes, ce qui permet aux joueurs les plus attentifs d'anticiper les cartes restantes. Et là, on a un tableau. Alors ça, moi, je ne m'en servirai pas parce que ça vient comme ça vient. Quoique je dis ça, mais c'est vrai qu'avec Gloomhaven, au bout d'un moment, après quelques parties, on se disait, ah ouais, il y a le -2 qui est pas encore tombé, le -2 qui est toujours pas tombé. Ça pouvait avoir un intérêt de se rappeler de ce genre de détails. Bon, bah c'est simple, hein. Donc chaque attaque d'un ennemi lui fait piocher une carte. Et c'est pour ça que les boss vont piocher plusieurs cartes à chaque fois. Euh, Puissance d'attaque. Alors là, on a une puissance d'attaque. Ça n'est pas lié au nombre de cartes à piocher, hein. Attention, attention. Ah bah c'est tout sur les cartes ennemies. Après, justement, on vient d'en parler, les fameux pions menaces qui sont en 1 ou en 2 recto verso. Ils comportent une face 1 point d'exclamation et 2 points d'exclamation. Ils servent à augmenter les forces ennemies quand il est rattaché à un ennemi ou une bande. Ce pion augmente les forces ennemies de 1 pour chaque point d'exclamation. Ah oui, ça n'a rien à voir avec la pénurie. Dans les parties à 1 ou 2 joueurs, ne placez de 1 point que lorsque le jeu vous le demande. Placez toujours le pion 1 face visible. Partie à 3 joueurs, ajoutez un pion 1 quand le jeu le demande. Et chaque fois qu'un ennemi, sauf les boss, ou une bande d'ennemis est placée sur le plateau. Toujours côté 1. Et dans les parties à 4 joueurs, on ajoute un pion menace. Quand le jeu le demande et à chaque fois qu'un ennemi, sauf les boss, ou une bande est placé sur le plateau. Mais par contre, quand on joue à 4, on place la menace face 2. Quand il vous est demandé d'ajouter un pion menace dans une région contenant des ennemis, le pion est immédiatement rattaché à l'ennemi ou à la bande. Si les ennemis se déplacent, le pion menace les suit. Si la région contient plus d'une bande d'ennemis, les joueurs choisissent à qui on va l'attribuer. Quand il vous est demandé d'ajouter une menace dans une région ne contenant pas d'ennemis, le jeton menace y reste jusqu'à ce qu'un ennemi y rentre. Lorsque cela se produit, le jeton est rattaché à l'ennemi qui vient de rentrer. Si plusieurs bandes d'ennemis rentrent dans la région en même temps, on choisit à qui va être rattaché le pion menace. Et donc, sa fonction, c'est d'augmenter les forces ennemies.
la force augmente de 1 pour chaque point d'exclamation. Alors, c'est la force ou la puissance d'attaque? Attention, messieurs les traducteurs, quand vous faites des règles, enfin quand vous traduisez des règles, il faut bien utiliser le même mot. C'est peut-être différent, hein, la force d'attaque et la puissance d'attaque. Ça, on verra quand on ira triturer les combats. Bon, bah les pions menaces, ils sont là pour me faire râler. Mais ça peut avoir un certain intérêt, hein. Oh la vache, qu'est-ce qu'ils nous veulent? Dans les parties à 3 ou 4 joueurs, chaque fois qu'un ennemi, sauf les boss ou qu'une bande est placé sur le plateau en même temps qu'un point d'exclamation, le pion est immédiatement rattaché à cet ennemi. Bon, ça, on reste dans la logique. Si vous devez placer un ou plusieurs pions menaces dans une région et qu'on n'en a plus, prenez le pion menace qui n'est pas rattaché à un ennemi ou une bande le plus éloigné de la région concernée. Si tous les pions menaces sont déjà rattachés, n'ajoutez pas de nouveaux pions menaces. Ça, c'est bien. Ok. Alors, pendant un combat, chaque point d'exclamation est considéré comme un ennemi supplémentaire du même type que celui auquel il est rattaché. Il se comporte exactement comme celui-ci, participe au combat, attaque les héros, pioche des cartes attaque ennemies, activant les capacités, etc. Les points d'exclamation des cartes attaque. Non, les points d'exclamation doivent toujours être vaincus et défaussés avant les pions ou figurines ennemies. Dans le cadre d'une partie à 4 joueurs, quand un des points d'exclamation de la phase 2 est vaincu, retournez le pion sur sa face 1, indiquant qu'il ne reste plus qu'une seule menace à affronter. Ouais. Donc, dans ma région, là, tiens, on va revenir sur le plateau monde pour dire que on a une bande de 2 drogues plus une menace de 2. On tabasse. Premier round, on arrive à éliminer un drogue. Hop, on fait ça, ils sont plus que 3. Ensuite, on fait ça, et puis on gagne. Alors pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que ce serait pas pour éviter d'avoir à sortir X figurines supplémentaires? Possible. Alors là, on a un exemple avec un paragraphe. En lisant l'entrée CX40 du livre des sagas, il est demandé à Mei-Ling de révéler un ennemi PNJ lié au point d'intérêt B. Lié au point d'intérêt B. Et de mettre la carte personnalité de Mungan, le nain, sous pochette. Dans la région, le joueur place un pion ennemi ainsi que le pion point d'intérêt D associé. Ouais. La partie comprenant 4 héros, on ajoute une menace, un point d'exclamation, mais face 2 visibles. Le joueur prend ensuite la carte personnalité indiquée pour la rencontre, la met sous pochette dans la zone des histoires du plateau d'aventure. Enfin, il prend le pion personnalité correspondant pour le mettre dans la région. Si la partie s'était déroulée à 3, Mei-Ling aurait quand même placé la menace en révélant l'ennemi PNJ, mais seulement face un point d'exclamation. Dans une partie à 1 ou 2 joueurs, aucun jeton de menace n'aurait été placé, car le livre ne demandait pas spécifiquement de le faire. Ok. Bon, ça c'est vraiment une règle sur laquelle il va falloir porter son attention, hein.
pour bien l'appliquer. Bon, jusqu'à présent, c'est la seule, hein. Le reste des règles est plutôt soft. C'est pas mal. Ok, pion menace. Après, on va s'intéresser aux runes. Ah, le fameux, ou plutôt les fameuses runes qui sont là. Les voici. Au cours de la campagne, les héros vont prouver leur valeur lors des combats et des tests en piochant des pions runes de leur sac runique personnel dans le but de les faire correspondre à la difficulté d'un test ou aux emplacements runiques des cartes prouesses. Bon, ça, on n'a pas encore vu, mais je vois l'histoire arriver, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un placement de dés en fonction du résultat, mais sur un placement de runes. Et ça, c'est très scandinave, mais carrément. Ah, petite astuce, faites attention, ne laissez pas vos sacs remplis de runes ouverts comme ça m'est arrivé tout à l'heure après la première vidéo. J'ai pris le sac, au lieu de le prendre là, machinalement, je l'ai pris là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça. Ce qui a provoqué en moi, petit 1, une injure, petit 2, le fait de devoir aller sous un meuble récupérer un pion rune qui avait roulé. Clac! Cordon de la bourse, c'est ce qui s'appelle resserrer le cordon de la bourse. Alors, les tests, d'accord. On va les placer sur les emplacements runiques des cartes prouesses. Mais aussi là-dessus, là. Eh bien oui, en combat, piocher 4 fois, en test, piocher 7 fois. La carte de chaque héros indique les runes de départ dont il dispose. Elle compose la réserve initiale de son sac runique. Au fur et à mesure du jeu, des runes seront ajoutées et retirées du sac, altérant ainsi de façon positive ou négative les chances de réussite des tests, ainsi que l'utilisation de prouesses spécifiques. On distingue 6 types de runes: eau, feu, terre, vent, obscurité, pluralité. Chaque fois que le jeu demande aux joueurs de retirer une rune de leur sac, ils doivent s'exécuter. C'est pas ils peuvent, c'est ils doivent. Cet effet est obligatoire. À l'inverse, le gain de rune est optionnel. Ah d'accord. À moins qu'il ne s'agisse d'une rune obscurité. Oh, on a de la menace, de l'obscurité. Alors, dans un tel cas, le joueur est contraint de la prendre. Si à un quelconque moment du jeu, une rune doit être gagnée, mais qu'il ne reste plus aucun pion du type indiqué, aucun pion n'est obtenu. Remarque, lorsqu'un joueur gagne des runes supplémentaires, prenez un pion rune du type indiqué, ajoutez-le à son sac. Si le type indique une rune double, deux runes différentes dans un même symbole, le joueur choisit parmi les deux types possibles. Ok. Et donc en fonction de nos cartes prouesses, qui vont elles-mêmes être en fonction du type de personnage que l'on incarne, au bout d'un moment, on va savoir que, par exemple, pour faire une frappe avec Félérion, je vais avoir besoin d'une rune de plus de runes de feu. Ah, quoique. Ça a l'air d'être équilibré. Ah non, là on serait plus sur de la nature, la terre. Bon, enfin le principe c'est que lorsque l'on va connaître de mieux en mieux nos persos, on sera à même de, quand on a le choix, de faire le bon choix. Encore après, faut-il aller les piocher? Ah, les runes, c'est tout. Il y a pas plus que ça. Bon, la rune négative, c'est elle, et la rune neutre, ça va être la pluralité. Les prouesses.
Alors, les cartes prouesses, on a la classe à laquelle c'est rattaché, le nom, le type, les emplacements runiques. Donc, alors là, c'est des emplacements runiques. En dessous, on a l'effet. Ah, là, on a un symbole jeu en solo. OK. Et si c'est spécifique à un héros, à un héros parce que il y a son nom de baptême. Ah, là, il n'y a pas son nom de baptême. Là, on voit que c'est uniquement Félérion. Une sur deux, c'est spécifique au héros. Alors, les cartes prouesses représentent les capacités d'un héros et sont utilisées lors des combats. Oui, c'est vrai, c'est que lors des combats. Chaque héros dispose de ses propres prouesses, qui sont un mélange de celles qui portent son nom en bas de la carte et celles réservées à sa classe. Au fur et à mesure du jeu, les héros vont gagner des points d'expérience qui vont servir à améliorer leurs prouesses. Et il faut consommer 3 points d'XP pour une prouesse. Je crois que c'est ça. Ah non, c'était 3 points d'XP pour passer un niveau. Bref, on distingue 4 différents niveaux de prouesse. On a le niveau 1, prouesse de départ et de la version la plus basique des capacités. Chaque héros dispose de 8 prouesses de niveau 1, 4 qui lui sont spécifiques et 4 liées à sa classe. Ensuite, on a le niveau 2, version améliorée des prouesses de niveau 1. Puis on a 2 cartes de prouesse ultime liées à la classe qui peuvent être acquises une fois toutes les prouesses de niveau 1 améliorées au niveau 2. D'accord, donc avant d'aller chercher une prouesse ultime, il faut qu'on consomme 8 fois les prouesses de niveau 1 pour les augmenter niveau 2. Et puis au-dessus des prouesses ultimes, on a carrément les prouesses légendaires, des versions améliorées des niveaux 2. Elles représentent le pinacle de l'évolution du héros. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, les 2 prouesses ultimes, ça vient remplir en plus le paquet de 8 cartes, alors que les niveaux 2 et niveaux légendaires vont remplacer les cartes précédentes. Ça me va. Les cartes prouesses sont utilisées en attribuant des runes dans leur emplacement runique. Une fois tous les emplacements runiques d'une carte comblés, celle-ci est active et son effet peut être utilisé. Et je mets ça où, moi? Là, par exemple, il faut que j'arrive à remplir les 2 emplacements runiques. D'accord. Si un ou plusieurs emplacements sont vides, la prouesse ne peut pas être utilisée, à moins qu'elle ne soit considérée active grâce à un effet de jeu. Une fois attribuée à un emplacement, une rune ne peut plus en être retirée avant la fin du combat, à moins d'une indication contraire. En plus de l'attribution de runes, certains effets de prouesse nécessitent de défausser des pions ou de perdre des points de chronique ou de la santé. D'autres peuvent également disposer de plusieurs effets. Si les effets sont séparés par ou, le joueur doit choisir lequel utiliser. Sinon, il peut les utiliser tous du moment qu'il en remplit toutes les conditions s'il y en a. Sauf indication contraire, seul le héros qui active la prouesse bénéficie de ces effets. Donc on va avoir 3 types de cartes prouesses. Les compétences, les attaques et les parades. Ouais, d'accord. Compétences, parade, compétences, attaque. Alors, les compétences. Balade des braves. Balade des braves.
Ce sont des capacités auxiliaires qui, sauf indication contraire, peuvent être utilisées à tout moment lors de la résolution d'un combat. Par exemple, si notre ami Félérion chante la ballade des braves, vous et un autre héros choisissez chacun de récupérer, soit de défausser un truc rouge. Truc rouge là. Ok, l'attaque. Ces capacités ne peuvent être utilisées qu'après l'attaque de l'ennemi lors de la résolution d'un combat, à l'exception des attaques rapides. Ah, ok, c'était ça le mot-clé que possédait Bria, je crois. Sauf indication contraire, une attaque ne peut cibler qu'un seul ennemi et les dégâts, donc ça ce sont bien des dégâts, et les dégâts infligés au-delà de la santé de la cible ne peuvent pas être attribués à d'autres ennemis dans le combat. Oh, il n'y a pas de report de dégâts. C'est bien dommage. Et enfin, on a les cartes parades. Bardie de bataille. Ah ouais, d'accord. 2 en défense. Et si on consomme 2 chroniques, on annule la capacité de l'ennemi. Alors, les cartes parades, ces capacités défensives peuvent être utilisées en réponse à l'attaque de l'ennemi lors de la résolution d'un combat afin d'annuler de la perte de santé. Certaines prouesses portent également le symbole croix au bas de leur carte pour indiquer qu'elles sont utilisables dans le jeu en solo. Ça, on peut l'avoir en solo, celui-ci aussi, celui-ci aussi. Alors, il faudra voir ce que c'est cette histoire de version solo. Et c'est sur la fin du livre de règles. On n'y est pas encore. Bon, donc les cartes prouesses, on en a 3 de types différents. Ça marche. Si c'est rapide, on peut le déclencher immédiatement. Et donc ces fameux emplacements runiques. Pour attribuer une rune, placez-y un pion rune du type correspondant. Ces emplacements peuvent être soit simples ou n'accepter que le type de rune indiqué, soit double, pour accueillir l'un ou l'autre des 2 types indiqués. Emplacement simple, un seul dessin. Emplacement double, 2 dessins, c'est normal. Les runes truc-muche peuvent être attribuées à n'importe quel emplacement, quelle que soit la couleur de celui-ci. Ah oui, 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 ce sont les runes de pluralité. C'est ça? Ouais, c'est bien ça. Où tu vas, toi? Donc les runes de pluralité, ah bah en plus, alors ah si, ça se voit bien. On a 4 couleurs différentes, hein. Rouge, bleu, vert, gris. Donc les runes de pluralité peuvent être attribuées à n'importe quel emplacement. Les runes obscures, en revanche, ne peuvent être attribuées à un emplacement runique, à moins que le héros ne bénéficie d'un effet de carte qui spécifie le contraire. Lorsqu'un héros ne peut pas attribuer une rune à ses prouesses, soit parce qu'il ne dispose pas de l'emplacement de la bonne couleur, soit parce qu'il a pioché une rune obscurité, cette rune doit être placée dans le premier emplacement libre de gauche à droite de sa piste échec. Ah oui, c'est vrai, ça porte ce nom-là. Ça, c'est la piste échec. Ok, donc moi je veux utiliser mon champ railleur. Aïe-touille, aïe-touille. Et aïe pioche, aïe pioche. This is... Ah, une rune obscurité. Bah ça, je peux pas la mettre sur ma prouesse. Donc ça va là. Et on pioche combien de runes? Piocher une fois 4 et des séries de 3. Bon, ça on verra. Après, aïe pioche, aïe pioche. Ah, je peux attribuer ça. Alors, vaut mieux le mettre ici. Non,
Vaut mieux le mettre ici, sinon je vais bloquer un emplacement double. I pioche, and I take this one. Oh, la chiotasse. On y retourne. Et ben voilà. 50-50. Bon. Bon. Alors, ce qui revenait hein, en critique, ce que j'ai vu passer, c'est que les tests et l'application des runes étaient parfois un petit peu casse-bonbon. Bon, pour pallier à ça, on en enlève une ou deux du sac. Hein. Et puis zou. Ok. Alors important, lors d'un combat ou d'un test, un joueur peut décider d'épuiser sa carte héros. Donc l'épuisement, c'est comme ça. Ah oui, d'ailleurs, j'aurais dû la mettre dans ce sens-là. Épuiser, putsch, je la retourne. Donc, peut décider d'épuiser sa carte héros pour remettre les runes qu'il vient de piocher dans son sac. Il le fait, il retourne sa carte héros sur sa face épuisée et remet les dernières runes dans le sac. Un héros ne peut bénéficier de l'effet d'épuisement que s'il épuise volontairement sa carte. Oui, si un effet quelconque force le joueur à épuiser sa carte, la carte est retournée normalement, mais l'effet d'épuisement n'est pas déclenché. Une fois épuisée, une carte héros ne peut être de nouveau retournée que grâce à des effets de jeu dotés du mot-clé récupération. D'accord, donc ça nous. Si vraiment on fait un tirage de runes pourri, à un moment crucial d'un combat, on peut s'épuiser, remettre toutes les runes dans le sac pour refaire un tirage, mais on reste épuisé jusqu'à ce que il y ait un effet de jeu avec le mot-clé récupération. Bon, d'accord, ça me va. Ah, et on va stopper là parce que là, on était toujours dans les règles de base et par contre, on va passer après. Bah non, ça continue les règles de base. Qu'est-ce que je raconte, moi? Ah oui, non, après, c'est le déroulement du jeu. Ok. J'ai rien dit. Alors, cette histoire de prouesse, j'ai l'impression, mais on ne nous l'a pas encore spécifié, mais j'ai l'impression que nos cartes prouesse, en fait, donc on a un paquet là, à dispo, et elles vont être révélées qu'une fois comme ça. Alors ça veut rien dire qu'une fois comme ça, c'est-à-dire que pendant le jeu, je peux pas dire bon pour ce combat-là, je vais aller prendre cette prouesse-là, l'hymne divin. Je sens le coup venir. Ça fait encore une part de hasard. Là, c'est moins de hasard quand on a plusieurs cartes objets que l'on place en choisissant l'ordre. Bon, on va voir. Est-ce que c'est vraiment ça ou pas? La règle sur les runes, bah alors franchement, c'est pas bien compliqué, hein, il n'y a pas trop de problème. Donc, les statuts, c'est cette piste-là. Qu'est-ce que ça peut bien être? Les statuts sont des modificateurs qui peuvent affecter les héros lors des combats, de façon positive ou négative. Échouer des tests, des capacités d'ennemis ou simplement de mauvais choix peuvent infliger aux héros des statuts négatifs rouges, tandis que les cartes prouesses, les objets ou réussir des tests leur accordent généralement des statuts positifs bleus. Les effets de statut sont déclenchés par la piste échec des héros et peuvent influer sur 4 de leurs aspects: la santé, les points de chronique, la défense et la puissance d'attaque. Sur le plateau de bord des héros.
on trouve 2 statuts déjà existants. Avec une mise au point, please. Note, please. Donc en préimpression, on a un statut positif et un statut négatif. Ils sont permanents et ne peuvent pas être retirés ou remplacés en cours de la partie. Ça, c'est gagner un point de chronique, ça, c'est perdre 2 points de santé. Le tableau de bord contient 3 emplacements destinés à recevoir des pions statuts que les héros peuvent acquérir au cours de leurs aventures. Ces pions sont recto verso, un côté positif, un côté négatif. Ok. Gagner un de santé, gagner un point de chronique, infliger un dégât, gagner un bouclier. Et l'inverse. Quand un héros reçoit un pion statut, celui-ci va dans l'emplacement le plus à gauche de la piste des statuts. Ah oui, sans compter cela donc. Moins un point de chronique. Poussant de une case vers la droite tout pion qui se trouve dans cet emplacement ou dans les suivants. Ah bon? C'est le petit train. Là, on voit que c'est le principe du petit train. Alors, les pions qui sont poussés hors de la piste sont défaussés. Lorsque plusieurs pions sont obtenus en même temps, le joueur choisit leur ordre de placement sur la piste, sauf indication contraire. Donc si j'ai moins un point de chronique, plus un point de défense, plus un point de santé, que je gagne moins un dégât et moins un point de chronique, je peux dire je vais d'abord mettre le 1 point de dégâts, je vire celui-là, et après je vais mettre le point de chronique, je vire celui-là. Le petit train, le petit train. Bon, la finalité de ça, c'est quoi? Les effets de statut d'un héros peuvent être déclenchés par sa piste échec au début de l'étape de résolution d'un combat. Ah d'accord, les ennemis peuvent également recevoir des pions statuts liés à leur attaque ou défense, ou par le biais d'un effet de jeu particulier. Un pion statut placé sur une carte ennemie ou sur un point d'intérêt affecte les caractéristiques de l'ennemi tant qu'il reste en jeu. Bon, l'exemple là, on est bon, hein. Chouchou le petit train, et puis voilà. D'accord. La piste d'échec. Alors, ne pas confondre, hein. C'est bien une piste distincte. On part pas de là pour mettre les statuts. Ça, c'est la piste de statut, ça, c'est la piste d'échec. Ce qui me plaît pas, parce qu'il y a le mot échec, hein. Mais bon, c'est comme ça la vie d'aventurier. Alors pendant un combat, quand un héros ne parvient pas à attribuer une rune à l'une de ses prouesses, soit parce qu'aucun emplacement ne correspond, soit parce qu'il a pioché une rune obscure, elle doit être placée dans l'emplacement le plus à gauche de la piste d'échec. Lors de l'étape de résolution du combat, les effets des pistes d'échec sont activés en fonction du nombre de runes qu'elle contient. Si 3 runes ou moins sont attribuées, donc en zone bleue, ne pas oublier de mettre son disque, hein. Activer tous les statuts positifs du héros. Ah, on les active, d'accord. Y compris le statut permanent et résolver leurs effets. Ah d'accord, ça on l'active aussi. Si 4 runes sont attribuées, zone neutre, il ne se passe rien. Si 5 runes sont attribuées, donc en zone rouge, on active tous les statuts négatifs du héros, y compris le permanent. On résout leurs effets. Si la carte héros est épuisée, on déclenche également
Son effet échec. Ah putain, ouais. D'accord. Ça, c'est l'effet échec. Donc, si sur la piste d'échec, on est en zone rouge, non seulement on active tous les statuts rouges et celui-ci, et si on est épuisé, on active aussi défausser une rune bleue, un statut bleu. Wow, donc là, va pas falloir justement. Va falloir faire en sorte. Ah, et après, on passe aux événements. Et alors là, on les active à une condition bien particulière. Pendant un combat, c'est lors de l'étape de résolution de combat. Donc on va aller piocher des runes. On fait un placement comme on peut, du mieux qu'on le puisse. Et à l'étape de résolution, on applique. Alors, ça peut être très sympa, mais est-ce que c'est pas un peu lourd? Un peu lourd de gestion? Parce que ça va falloir le faire pour chaque ennemi, tant qu'il y a un ennemi, enfin pour chaque ennemi, à chaque round, tant qu'on a un ennemi sur pas sur le plateau, mais tant qu'on a un ennemi avec lequel on est engagé. Donc en manipulation, ça fait faire tout un tas de trucs et de machins. Bon, là j'extrapole, hein, et c'est vrai qu'il extrapole. Mais, on en a vu des jeux qui, sous couvert d'avoir un gameplay différent des autres, bah, pour se démarquer déjà, et ben en fait ça tourne à l'usine à gaz. Tiens, meilleur exemple que j'ai moi jusqu'à présent dans les jeux auxquels j'ai pu jouer toutes ces dernières années, c'est Tempted Grail, où la phase de combat et de diplomatie par le biais des cartes, où faut faire des rattachements. Qu'est-ce que c'était long, c'était chiant. Ah, c'est là où je m'étais dit, mais vive les bons vieux lancers de dés, quoi. Bon, bah là, on verra. On verra si c'est pas un petit peu trop lourd, cette histoire de runes. Surtout que si on a trois quatre combats pendant une aventure, bon, ça peut passer. Si par contre on a 8 à 10 combats pour une aventure, waouh, ça peut être vite, vite gavant. On verra. Alors maintenant, les événements. Les événements, ce sont ces cartes-ci. Et je le redis, il n'y en a pas beaucoup. Alors, on a le nom comme d'hab, la description au milieu, un test éventuel à faire, résultat en cas de réussite, résultat en cas de fiasco, et l'effet. D'accord, ou bien c'est un résultat suite à un test, ou bien c'est un effet à appliquer. Alors, ce genre de mécanique, ça me fait penser à, oui, je sais, je pense beaucoup, à Skyrim, le jeu de plateau, où ils avaient cette configuration-là. Bon, ça marchait bien, hein. Les cartes événements représentent diverses rencontres et situations auxquelles les héros sont confrontés au cours de leur périple. Elles sont piochées et résolues lors de la phase d'engagement. Chaque carte comporte une description ainsi que ses effets. Elle peut contenir un test ou pas. Si c'est le cas, chaque résultat possible, réussite ou fiasco, entraîne un effet particulier. Les événements peuvent aussi déplacer les ennemis dotés du symbole flèche action sur leur carte ennemie. Alors les fameux tests. Au cours d'une partie, les héros doivent effectuer divers tests apparaissant dans le livre des sagas et sur les cartes événements. 4 types, chacun associé à une couleur de rune. Test de charisme, d'agilité, d'intelligence et de force. Charisme, c'est le vent, la rune, c'est la nature, l'agilité, c'est la nature, l'intelligence, l'eau et la force, le feu. Chaque test est pourvu d'une difficulté qui indique le nombre de succès que les héros qui l'accomplissent doivent obtenir pour le réussir, ainsi que les conditions de résultat, qui indiquent ce qui se produit en cas de réussite ou fiasco.
Ce qui fait que on reprend notre piste là qui est indiquée. Test, piocher une fois cette rune. Lors d'un test, chaque héros doit piocher 7 runes dans son sac. Chaque rune qui correspond à l'un des types requis compte comme un succès. Pour réussir le test, le joueur doit piocher un nombre de runes du type requis supérieur ou égal à la difficulté. C'est comme avec Voyage en Terre du Milieu où on révélait des cartes et tous les succès en haut à gauche étaient comptabilisés. Une fois que tous les joueurs qui participent au test ont pioché leurs runes, on vérifie si la condition de résultat est atteinte avant de procéder comme indiqué sur la carte événement ou dans le livre des sagas selon l'origine du test. Alors, ça tombe bien. Gna 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 gna. Chaque héros du groupe doit effectuer un test d'agilité pour avoir 2 natures. Et on pioche sur 7 runes. 2 natures sur 7 runes. Ouais. Ça me paraît pas excessivement compliqué. Surtout si on fait le test avec le bon héros qui possède dans son sac le plus de runes nature. Mais enfin bon, avant de tomber là-dessus, on verra. Alors, les conditions de résultat vont par paire. C'est-à-dire, si au moins un héros a réussi, ou si tous les héros ont raté. Ah d'accord. Un seul résultat possible pour tout le groupe. Si tous les héros ont réussi, ou si au moins un héros a raté, un seul résultat possible pour tout le groupe. Si le héros a réussi ou bien s'il a raté à la suite d'un test ne pouvant impliquer qu'un seul héros, un seul résultat possible pour tout le groupe, reposant entièrement sur le héros qui effectue le test. Chaque héros qui réussit et chaque héros qui rate, chaque héros dispose de résultats individuels qui dépendent entièrement de ses propres réussites ou fiascos. Ouais, c'est là. Chaque héros qui rate et pour chaque héros qui réussit. Ah oui, d'accord. Hmm. Bon, ça, faudra y faire gaffe, hein. Alors, on a les tests sur les cartes événements et on a les tests d'aventure et les tests d'événements. Alors, les tests d'aventure. Le livre des sagas contient des tests d'aventure qui peuvent, selon le cas, être obligatoires ou optionnels et qui peuvent requérir la participation d'un ou plusieurs héros, voire de tous les héros du groupe. Pour déterminer les conditions préalables d'un test, étudier sa structure. Chaque héros du groupe peut. C'est un test optionnel qui, s'il est effectué, requiert la participation de tous les héros présents dans la région. Tout héros du groupe peut. Test optionnel. Si c'est effectué, requiert la participation d'au moins un héros présent dans la région. Un seul héros du groupe, un seul héros présent. Chaque héros du groupe doit, test obligatoire. Un seul héros du groupe doit, test d'un seul héros, mais obligatoire. Les tests d'aventure peuvent également s'appuyer sur d'autres conditions comme la présence d'un compagnon dans le groupe, la possession d'un objet particulier, l'appartenance à une classe donnée ou encore le transport d'un pion quête spécifique. Dans de tels cas, les tests commencent toujours par une condition. Ah oui, si vous possédez un barde dans votre groupe. Les résultats d'un test d'aventure sont indiqués juste après celui-ci et peuvent mener les héros vers de nouveaux embranchements ou produire des effets plus simples tels qu'un gain ou une perte de santé ou de points de chronique. Et enfin, on va avoir les tests d'événements. Les tests d'événements sont toujours obligatoires pour tous les héros du groupe, les héros dans la même région.
Les résultats d'un test d'événement sont indiqués au bas de sa carte et ont des effets simples: gain, perte de santé, gain ou perte de points de chronique ou l'obtention de pions statut. Là, on est dans le dur, hein, avec les tests. Et ben, on verra si à la longue, c'est ou contraignant ou carrément chiant ou facile d'en faire une variante. Ah oui, alors là, j'arrête là. 1h40, c'est très bien, puisqu'après, on va passer au déroulement du jeu. Donc, on va savoir comment on se bat, les différentes phases. Ah oui, il y a pas mal d'exemples. Bon, bah, ça a l'air bien, bien foutu et bien touffu. Ok, 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 ok. Eh ben, nickel. Donc, je pense que la prochaine fois, ça sera dans l'idée la dernière vidéo de découverte des règles. En conclusion, là, il n'y a rien de, comment on va dire, franchement, il n'y a rien de très dur. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de points où il faut faire attention, attention, bien se rappeler de ci, bien se rappeler de ça. C'est assez soft. Surtout si les phases sont bien construites et bien dissociées, on va pouvoir avoir un mémo qui est relativement soft. Les ennemis, on est bien. Les cartes ennemies, ça c'est pas mal comme principe. La menace, ah oui, c'était la menace. Il va falloir réviser sérieusement ça. L'histoire des runes, des prouesses, c'est pas mal. Le monde, les objets, les pionquettes, les différentes cartes, lieux et tout ça, bien. Compagnon, aventure, personnalité, bah, c'est assez diversifié, n'empêche, hein. Alors là où je suis surpris, c'est qu'avec simplement 171 cartes pour 20 aventures, bah, ça fait pas beaucoup de cartes en fait. Bon, bah, on verra. Et c'est peut-être aussi le fait que on va réutiliser parfois d'une aventure à l'autre un numéro de carte identique, qui est assez malin d'ailleurs, hein. C'est assez malin. Ok, allez, on stoppe ici pour cette seconde session de lecture et découverte des règles de True de Vangue Legends. Ça continue de me plaire, c'est bien, c'est très bien. Donc je vous dis à très vite pour l'ultime vidéo. Et après, bah après, ce sera une pause pour que je puisse finir les peintures et étude des règles. Allez, pour l'heure, je vous dis salut et salut.